Je crois qu'il y a un lien profond, donc, en tout cas dans mon parcours à moi, et certainement dans ce qu'essaie de faire le pape François, hein, c'est-à-dire que, au fond, l'inspiration chrétienne implique qu'on prend au sérieux le fait que la création nous est donnée, gratuitement, pour rien, sans plan préétabli, et qu'elle est confiée à nos soins. Un peu comme des parents vis-à-vis de leurs enfants. Si les parents mettent au monde des enfants avec un plan préétabli, du genre tu feras Polytechnique, c'est la catastrophe, on le sait. En fait, ils n'engendrent pas leurs enfants, ils font des monstres s'ils font ça. Pour engendrer leurs enfants, vraiment, à la vie gratuite, il faut qu'eux-mêmes renoncent à avoir des plans tout faits sur leurs enfants. Donc il en va de même pour nous vis-à-vis de la création, et du côté des chrétiens, pour le plan que eux croient, en tout cas, avoir été donné par Dieu à la création, c'est-à-dire pas de plan, ça nous est donné, c'est nous qui en faisons ce que nous voulons. Donc on peut à la fois la détruire complètement, et apprendre à en prendre soin pour le plus grand nombre. C'est ça l'intuition fondamentale du côté chrétien. Après, comment est-ce que ça me rejoint comme économiste aujourd'hui? En fait, il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment en économie. D'une part, la question climatique oblige les économistes à réinterroger complètement leur paradigme. Hein. Donc il y a tout un travail qui est fait, par exemple, du côté de Nicolas Stern, hein, le grand économiste britannique qui a fait un rapport en 2007 qui a eu un impact considérable. Bon. Tout un travail qui est fait également, donc Nicolas Stern c'est en Grande-Bretagne, en France, par un économiste ingénieur qui s'appelle Alain Grandjean, qui a travaillé qui a été le président du comité des experts pour le débat national sur la transition énergétique en France, auprès de Delphine Batteau, qui a rendu un rapport l'an dernier sur le financement de la transition écologique en France, et puis qui est en train de faire un nouveau rapport, de nouveau pour le président de la République, avec Pascal Canfin et Gérard Mestralet, sur comment, disons, sauver le marché du carbone en Europe et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le bon prix du carbone. La grande idée étant qu'il faut un corridor de prix du carbone. Donc ça, c'est des gens qui, à l'intérieur de la sphère économique, font bouger les lignes de manière très forte. Il y a 2 jours, j'étais à Washington, à la Banque mondiale. J'ai assisté à un très bel exposé d'un théoricien des jeux suédois, Jörgen Weibull, qui essaie de formaliser une économie, alors pas exactement de la bienveillance, mais une économie, disons, que lui caractérise comme kantienne, c'est-à-dire où on prend soin de l'autre. Voilà. Il y a un autre économiste, John Roemer, à Yale, aux États-Unis, sur la côte Est, qui a également essayé de reconstruire la théorie des jeux dans un sens kantien, où on a un respect infini pour l'autre. Donc ça n'a plus rien à voir avec, disons, l'homo economicus bête et égoïste. Donc il y a un courant qui s'appelle Ecological Economics. Bon, il y en a d'autres. Hein. Enfin, il y a plein de mouvements divers qui, pour l'instant, restent minoritaires dans le milieu académique, mais qui sont en train de grimper, de monter. Et moi, je crois que c'est ça l'avenir de l'économie. Il faudra bien qu'un jour, les économistes mainstream reconnaissent que leurs outils ne sont pas les bons et acceptent de collaborer avec ceux qui, maintenant, depuis des années, pensent autrement. Parce que ce sont ces derniers qui ont raison, fondamentalement. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on va voir de nouvelles crises financières, des nouvelles catastrophes écologiques, petit à petit, la demande sociale va être très très forte pour qu'on se débarrasse des économistes mainstream et qu'on les remplace par des économistes ouverts à l'altérité, c'est-à-dire à la fois au lien social, aux sciences physiques, à la biologie, à tout ce qu'on a à apprendre du côté du respect de la nature, quoi. Voilà. Donc c'est là que pour moi, en tant qu'économiste, je travaille aussi bien comme économiste que comme religieux jésuite et prêtre. De mon point de vue, il y a un va-et-vient naturel entre les deux. Disons, ma posture de jésuite religieux chrétien, c'est de rappeler la gratuité de la création et donc le lieu de la liberté, de la louange, de l'émerveillement devant la beauté. C'est ça, hein, fondamentalement, être religieux. Prendre le temps de s'émerveiller de la beauté du monde. Et puis, comme économiste, je travaille à montrer que cette attitude-là, c'est pas une espèce de rêverie bobo pour le 6e arrondissement, mais qu'on peut très bien la formaliser, la fonder scientifiquement et construire des politiques publiques moins stupides que celles qu'on met en œuvre actuellement pour honorer la création. Donc il y a l'encyclique Laudato Si, hein, qui maintenant a été rendue publique, qui est probablement le texte du magistère catholique, à mon avis, le plus important que l'Église ait produit depuis Vatican II, hein, depuis 1965. Bon. Donc c'est un texte fondamental qui a complètement déplacé l'Église catholique dans le concert de la communauté internationale, de la position qui était la sienne, c'est-à-dire une institution plutôt rétrograde, complètement sur le banc, disons, du débat international, et pas tournée dans le sens de l'histoire, en tout cas pas perçue comme telle, vers une institution qui aujourd'hui probablement est à l'avant-garde de la prise de parole publique sur la question écologique.
Je connais des tas de gens qui ne sont pas du tout chrétiens et qui me disent le jour où un chef d'État pourra signer un texte comme cette encyclique, moi je voterai pour lui. Voilà. Donc ce texte-là me paraît fondamental. Et évidemment, il a mis en mouvement des tas de groupes, chrétiens ou non d'ailleurs, qui lisent le texte, qui le méditent, qui travaillent dessus. Alors après, il y a un conseil pontifical qui s'appelle Justice et Paix, qui est chargé de travailler précisément sur ces questions et qui produit des documents tout à fait fondamentaux. Alors il y a eu un texte très fort en octobre 2011 qui demandait, qui portait sur la régulation financière et qui disait il faut arrêter de recapitaliser les banques sans condition. Il faut séparer les banques entre banques de crédit d'un côté et banques de marché de l'autre. Il faut réguler les marchés financiers. Voilà. Donc le Conseil pontifical de justice et paix essaye aussi de faire le lien entre la régulation financière, la question écologique, la justice sociale. Donc c'est ça son travail. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, au moins dans les élites occidentales, a compris qu'il va falloir faire la transition énergétique, qu'on n'a pas le choix, qu'on va manquer dans les années qui viennent de ressources énergétiques, de ressources minérales. La question des minerais est un enjeu absolument majeur, et d'eau potable. Donc c'est les 3 ingrédients fondamentaux des sociétés occidentales qui vont nous manquer dans les années qui viennent. Que donc il va y avoir, disons, une tension très très forte pour avoir accès à ces ressources-là, et qu'il va falloir, disons, changer de mode de vie pour pouvoir s'adapter à un monde dans lequel ces 3 ressources fondamentales ne seront plus disponibles gratuitement en quantité apparemment illimitée. Bon. Mais il y a manière et manière de faire cette transition. Il y a une transition hyper violente qui va consister à faire porter le poids de la transition sur les plus pauvres. Et il est vraisemblable qu'une partie de nos élites, consciemment ou non, pense à cette solution. Ça, c'est, disons, la posture du Titanic, c'est-à-dire je suis très privilégié, je suis sur le pont supérieur du navire, je sais que le navire va vers la banquise, je crois qu'il est trop tard pour dévier le navire de sa trajectoire, mais moi, je m'assure un accès au canot de sauvetage. Je connais des gens très privilégiés qui raisonnent comme ça, ou qui inconsciemment ont cette attitude-là, voilà, et adviennent que pourra pour les autres. Et donc ça veut dire que c'est les autres qui vont devoir payer la facture. Donc cette transition écologique-là, évidemment, ce n'est pas celle que le pape François appelle de ses voeux, et qu'aucun chrétien n'appelle de ses voeux. Il y a un lien très très fort, et c'est ce que j'ai essayé de dire ici aux 24 heures, il y a un lien très puissant, intrinsèque, fondamental, inaliénable, entre la justice écologique, préserver les baleines, les abeilles, les poissons, et la justice sociale. Parce que ce que nous infligeons à la planète dit quelque chose de ce que nous sommes capables d'infliger aux plus pauvres. Ça va ensemble. Et ça, c'est un des messages forts de l'encyclique, Laudato Si. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de discontinuité entre le respect de la planète d'un côté et le respect de l'autre de l'autre. Les deux vont ensemble. Si, ça va quand même dans le bon sens. Disons, il y a quand même 2 éléments fondamentaux en France. La COP 21, donc l'accord de Paris, qui est une réussite diplomatique inouïe. 24 heures avant la signature de l'accord, c'était pas clair du tout qu'on aurait quoi que ce soit. Et c'est un pas fondamental pour tout le monde sur la totalité de la planète. Tout le monde le reconnaît, à Washington, à Berlin, en Afrique, en Asie, voilà. Et puis deuxièmement, pour la France, la loi de transition énergétique est quand même un pas assez significatif où la France a pris des engagements très forts, en particulier du côté des énergies renouvelables. Donc moi, je crois que ce sont des avancées. Après, il faut s'y tenir, il faut les mettre en œuvre et il faut inventer la manière dont on va les mettre en œuvre sans faire souffrir les plus pauvres. C'est ça qui est l'enjeu fondamental. Donc je donne un exemple très simple. Le chèque énergie aujourd'hui qui est imaginé par le gouvernement de 150 €, il est insuffisant. Un chèque énergie de 150 € ne permet pas de lutter contre la précarité énergétique. Bon, les calculs sur lesquels il y a un consensus aujourd'hui sur la place parisienne, c'est plutôt 400 €. Donc il faut passer à une marche supérieure si on veut vraiment prendre au sérieux la lutte contre la précarité énergétique.